Salut à tous. Aujourd'hui, je reçois Antoine Assalé Timoko, le député maire de la commune de Tiasalé. J'ai déjà consacré une vidéo sur cette chaîne à son histoire, donc je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble. On va parler de ses ambitions, des activités de son parti politique, des sujets d'actualité bien évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like avant de commencer. Et pour ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo, abonnez-vous et surtout, on attend vos avis en commentaire. Honorable, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir. D'autant plus que je le disais, j'ai déjà consacré une vidéo à votre histoire, donc on ne va pas peut-être revenir dessus en détail, mais puisque vous êtes là, aujourd'hui, vous êtes une personnalité politique assez connue, assez influente, comme ça on va dire, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le jeune Ansalé Timoko, comment il s'est construit, et surtout, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes cette personnalité politique-là qui influence par ses combats la vie politique de notre pays? Merci beaucoup. Écoutez, alors, on va aller directement à la réponse à la question. Assalé Timoko est un enfant du village en Côte d'Ivoire. Il vient d'un village qu'on appelle Koyekro, qui est dans le département de Tiasalé, dans la sous-préfecture de Morocco. Tiasalé, c'est au nord d'Abidjan, à 120 km d'Abidjan. Mhm. Et donc, cet enfant-là, il a grandi en ayant en tête l'idée de devenir magistrat. Parce que fondamentalement, je ne supporte pas l'injustice. Et donc, mon rêve était de rentrer à la magistrature et, à travers la loi, de redresser un peu les torts pour de faire en sorte que la justice se règne. Et donc, j'ai fait à ce titre-là des études de droit à l'université d'Abidjan, à l'université Cocody, devenue aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis, en sortant de l'université, il fallait passer un concours pour entrer à la fonction publique, en tout cas pour devenir magistrat. Et je me suis retrouvé pris dans l'étau entre mes rêves et la réalité historique, à savoir qu'on a été confronté à la non-crédibilité des concours publics, à la corruption ambiante dans le pays, au point où j'ai décidé, frustré, d'utiliser ma plume pour dénoncer le tort qui était fait aux enfants de pauvres, le tort qui était fait aux enfants, parfois parmi les plus brillants, mais qui n'avaient pas de passerelle, qui n'avaient pas de parapluie, qui n'avaient pas de soutien pour pouvoir réussir un concours. Et donc, à force d'écrire, j'ai commis, j'allais dire, la faute gravissime de dénoncer ce que tout le monde pensait très bas, mais que moi je disais très haut. Mhm. Ce qui a fini par me conduire en prison de 2007 à 2008, Mhm. décembre 2007, décembre 2008. Et c'est en prison que j'ai commencé à réfléchir sur la nature de la société ivoirienne, sur l'écosystème de la politique en Côte d'Ivoire, sur le fonctionnement de nos institutions, notamment de la justice ivoirienne. Et puis bon, avec le sort qui était le mien, je me suis dit, en sortant des prisons, je vais continuer à écrire, puisque j'ai écrit mon moyen en prison, Mhm. mais en sortant, je vais continuer à écrire. Et c'est en prison que j'ai découvert un journal qu'on appelle Le Canard enchaîné. J'avais un co-détenu français qui recevait de la lecture de la part de l'ambassade de France, et c'est comme ça que j'ai découvert Le Canard enchaîné, qui est un journal d'investigation satirique. Mhm. Et le style d'écriture, le style de narration des faits m'a séduit. Et puis bon, sorti de prison, j'ai été engagé comme journaliste dans un journal politique, Mhm. c'était un journal d'opposition à l'époque, toujours d'opposition encore, on appelle le Nouveau Réveil. Et j'y ai écrit pendant 1 ou 2 ans. Et puis bon, j'ai écrit un livre sur la prison. Et voilà comment, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser aux questions qui touchent profondément la Côte d'Ivoire. Mhm. C'est vrai que j'ai bénéficié par la suite d'une contribution, j'allais dire, des États-Unis avec le forum créé par le président Obama, qu'on appelle le YALI, Le Young Yali, ouais. African Leaders. Donc, je fais partie de la première promotion qui a été à Washington. Et c'est de là-bas que j'ai compris la nécessité qu'il y avait à travailler pour la bonne gouvernance, à travailler pour la liberté, à Mhm. travailler pour que le journalisme soit un outil pour faire avancer la démocratie. Revenu de là-bas, j'ai créé un journal qu'on appelle l'Éléphant déchaîné, qui est un journal d'investigation Mhm. et qui, depuis 2011, a révélé en Côte d'Ivoire les plus grands scandales en matière de gouvernance. Voilà donc le petit parcours qui est le mien, mais en ayant toujours en ligne de mire cette volonté inébranlable de faire en sorte que la justice règne, de faire en sorte que les pouvoirs publics fonctionnent correctement Mhm. dans l'intérêt exclusif des populations. Voilà comment les choses se sont mises en place. Et puis bon, à force d'écrire, j'ai fini par découvrir que la presse
en Côte d'Ivoire n'avait pas la même puissance qu'en France, par exemple, où quand une investigation sort sur un scandale public, le parquet, la justice automatiquement ouvre des enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, vous faites une révélation, y compris au risque de perdre votre vie, de perdre votre liberté, mais l'émotion que cela crée ne dure que le temps de la lecture. Après, bon, on jette le journal là-bas, et ce même compte qui vous avez fait des révélations vous appelle pour vous dire, mais ça n'ira nulle part, ce que vous avez écrit. Et donc, devant cet état des faits, je me suis dit, il me faut une deuxième corde à mon arc. Je vais faire du journalisme, c'est vrai, mais je vais aller pour obtenir un pouvoir public à travers une élection. Voilà comment je m'ai présenté aux législatives dans ma commune, dans ma zone. Je les paie pour la première fois. Après, je me présente au municipal, je gagne. Et puis, bon, plus tard, je deviens député. Voilà un peu comment tout ça est parti. Et donc, aujourd'hui, je suis parfaitement engagé, pleinement engagé pour défendre la cause des Ivoiriens. Lorsqu'il y a des choses qui se passent que je ne supporte pas, je décide de m'engager pour défendre cette cause. Il y a 2 ans, il y a eu la crise de la data en Côte d'Ivoire, avec les grands opérateurs de téléphonie mobile qui avaient multiplié par 2, presque par 3, le coût de la connexion Internet. Je me suis opposé à cela. Ça a duré près de 3 semaines, 4 semaines. Bon, on a fini par annuler cette décision. Et donc, progressivement, je me suis dit, on peut être utile à son pays sans forcément avoir l'appareil d'État en main. Il faut se battre et essayer de faire le maximum pour les populations. Et donc voilà comment tout ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, je suis dans une dynamique d'aller un peu plus loin, d'avoir plus d'outils pour agir efficacement pour la cause des Ivoiriens. On va en parler. Et en fait, juste avant, moi, je voulais faire un petit commentaire et vous poser la question. J'ai écouté certaines de vos interventions, et notamment d'une intervention, vous avez dit que en fait, vous avez été un peu déçu par l'impact que vous pouviez avoir en tant que journaliste, la raison pour laquelle vous êtes devenu député, mais également devenu député, il me semble que vous n'êtes pas aussi très satisfait de l'action que vous pouvez porter. Et moi, une fois, j'ai écouté un homme politique, chef d'entreprise, à qui on a posé la question, mais vous êtes chef d'entreprise, vous gagnez bien votre vie, pourquoi vous voulez être homme politique, vous voulez être maire? Et il avait répondu en disant qu'en étant maire, les leviers que j'ai, je ne les ai pas en étant chef d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que quand on est un homme politique, on est suffisamment fort. Mais à vous, quand je vous ai écouté dans cette déclaration-là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, être un homme politique en Côte d'Ivoire, être député, est-ce qu'on est impuissant face à tout ce qui se passe? Le système politique dans lequel nous sommes dysfonctionne tellement, tellement sclérosé que les appareils politiques qui sont dans notre pays ont une main très forte sur le fonctionnement de nos institutions. Vous savez, en tant que maire, par exemple, j'arrive à avoir de l'efficacité, j'arrive à avoir des résultats sur la vie des gens. Par exemple, j'ai le pouvoir de prendre des arrêtés pour régir le fonctionnement dans la cité. J'ai le pouvoir de prendre des décisions qui sont accompagnées de moyens financiers pour agir sur la vie des gens. En tant que maire, j'arrive à le faire. Donc, il y a ce levier-là qui est important. Mais en tant que député, vous êtes dans un système où le parti au pouvoir est hyper dominant à l'Assemblée nationale, pratiquement écrasant en termes de majorité. Et donc, le député que je suis, ce n'est pas comme dans les systèmes comme en France ici ou dans d'autres pays plus développés démocratiquement, où les opinions se débattent sans arrière-pensée politicienne, où les propositions de loi, pour peu qu'elles aient un impact sur, ou bien qu'elles puissent avoir un impact sur la vie des gens, sont discutées et parfois votées. J'ai suivi les informations avant-hier, j'ai vu que l'ancien Premier ministre français, l'un des plus jeunes, là, Gabriel Attal, a fait passer une loi récemment sur les questions de jugement des mineurs par la justice française. La loi a été votée. La loi a été votée. En Côte d'Ivoire, moi je suis arrivé au Parlement avec un peu de naïveté et je me suis dit, en tant que journaliste, je n'arrive pas à avoir un véritable impact sur les choses. Et en tant que député, peut-être que je pourrais faire passer des propositions de loi qui pourraient avoir un impact sur la vie des gens directement. Et puis j'arrive à l'Assemblée nationale, je découvre que finalement, les pouvoirs en Côte d'Ivoire ne sont pas séparés et que contrairement à ce qu'on pense, l'Assemblée nationale est au service du pouvoir en place.
Mhm. et qu'elle n'est pas la voix du peuple de Côte d'Ivoire, qu'elle n'est pas vraiment un outil de débat démocratique fort Mhm. qui est dans l'intérêt exclusif des Ivoiriens. Et donc, je suis un peu déçu parce que j'ai fait plusieurs propositions de loi. Le Mhm. député est une sorte de sentinelle, Ouais. c'est une sorte d'agent qui est là pour écouter le peuple et traduire ses aspirations en des textes de loi qui puissent être appliqués pour agir sur la vie des gens. Mais j'arrive au Parlement en Côte d'Ivoire et je découvre que finalement, je suis absolument impuissant et que toutes les propositions de loi que je fais, à la limite, ne sont même pas lues et sont jetées à la poubelle ou bien balayées de revers de la main. Et donc, finalement, je me dis, si je n'arrive pas à agir au sein de l'Assemblée nationale avec les propositions de loi que je fais, eh bien que je prenne le deuxième volet de ma mission, qui est de parler au nom des populations. Mhm. Et là, à ce niveau-là, j'ai toute la liberté pour critiquer, pour dénoncer et pour apporter ma voix à ceux qui souffrent dans le pays et qui sont victimes des abus. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vous voyez que je suis plus actif en termes de prise de parole, en termes de défense des intérêts des Ivoiriens, en dehors même de l'appareil qui est l'Assemblée nationale, où tout est, j'allais dire, paralysé par la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Alors, moi, il faut que j'ajoute quelque chose parce que j'ai un ami qui va certainement suivre cet épisode, qui va s'en souvenir. Quand vous êtes devenu député, parce qu'à l'époque, nous, on lisait beaucoup L'éléphant décharné, je lui ai dit, moi, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que le fait qu'il soit député maintenant, ça peut affaiblir son journal. Est-ce que Mhm. vous avez l'impression que votre mandat de député a contribué un peu à faire baisser l'influence, même si ça n'apportait pas forcément des résultats, mais l'éléphant déchaîné, ça nous a donné une autre image du journalisme. Oui, oui, non, non, je n'ai pas l'impression que mon entrée à l'Assemblée nationale ait eu un impact négatif sur le journal. Mm. On a marqué une pause parce que la presse papier est en crise en Côte d'Ivoire. Ouais. Si vous prenez aujourd'hui les chiffres de vente publiés chaque trimestre par l'autorité de régulation des secteurs de la presse, c'est une catastrophe. Hein. Mhm. Tous les journaux que vous voyez qui paraissent encore aujourd'hui n'arrivent même pas même à vendre 5 exemplaires par jour de Ouais. publication. Il suit tout un trimestre et il ne peut même pas avoir un chiffre d'affaires de 10 millions. Et donc, si ces journaux-là sont encore sur le terrain, demandez-vous quel est le modèle économique qui est derrière et qui finance ça. Mm. Or, l'éléphant déchaîné est un journal intégralement indépendant et qui est financé uniquement par ses ventes. Mhm. Donc, à un moment donné, quand on a vu que le papier coûte trop cher et que le lectorat s'amenuise avec les réseaux sociaux, avec la presse en ligne, on a dit il faut se réinventer, il faut s'adapter aux nouvelles donnes. Donc, on a marqué une pause, le temps de construire un site extrêmement robuste Mhm. et le mettre en ligne pour faire du journalisme maintenant de façon digitale. Digital. Et donc, nous avons complètement professionnalisé le journal. Nous avons construit un site absolument robuste dont nous faisons le lancement le 2 juin prochain Ok. pour pouvoir faire maintenant, pratiquement en temps réel, le journalisme d'investigation. Ok. Au contraire, mon statut même de député aujourd'hui me permet d'avoir accès à des informations que, en tant que journaliste, je ne pourrais même pas voir. Ouais. Ce qui se passe au Parlement, les Ivoiriens doivent l'entendre. Et donc, avec maintenant ce statut-là, j'ai accès à des informations plus fortes et qui sont directement liées à la gouvernance du pays au quotidien. Mhm. Et donc, maintenant, je vais mettre ça au service du journal pour que les Ivoiriens aient la vraie information pour pouvoir prendre des décisions pour leur vie et pour le pays. Ok. Donc, on prend rendez-vous le 2 juin. Le 2 juin. Absolument. Ouais. Et vous avez dit tout à l'heure que vous voulez aller un peu plus loin. Et quand je vous entends, je me dis, qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste quand on regarde le système actuel? Ma question précisément, c'est est-ce que vous croyez que le système électoral, politique, le fonctionnement des partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut faire émerger d'autres personnalités au plus haut sommet de l'État, autres que ceux qui émanent des trois grands blocs traditionnels qu'on a connus? Est-ce que vous êtes optimiste à ce niveau-là? Parce que j'ajoute un petit commentaire qui est que parfois, en sociologie électorale, on parle du phénomène de vote utile. Le fait que les gens se disent, bon, il est bien gentil, mais si je sens qu'il ne va pas gagner, c'est mieux que je donne ma voix à quelqu'un qui est susceptible de gagner. Qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste à ce Vous niveau-là? savez, c'est un penseur français qui l'a dit, Denis Diderot, qui dit que la nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Mhm. Au-delà de ces limites-là, ce soit la fuite, soit la mort, soit la révolte. Je suis optimiste parce que tout ce qui commence a une fin. La Côte d'Ivoire, depuis une trentaine d'années, a vécu des moments de tension avec des pics qui ont provoqué des milliers de morts. Tout ça dans le processus de conquête du pouvoir. Mhm. Et cette façon de faire a été pratiquement menée par trois figures emblématiques. C'est-à-dire que ces trois figures politiques ont
cristallisé les passions, les tensions dans notre pays pendant une trentaine d'années. Je vais citer le président Gbagbo, je vais citer le président Bédié Père son âme, je vais citer le président Alassane Ouattara, qui ont fait la politique dans un contexte précis. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces trois grands leaders sont en quelque sorte à la fin de leur participation, de leur contribution en tant qu'acteurs actifs sur le terrain. Le président Bédié est décédé, le président Gbagbo, il est encore vivant, il continue de faire la politique, on souhaite qu'il soit encore là pendant plusieurs années encore. Le président Ouattara, c'est pareil. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous faites une analyse prospective sur 5 ans, sur 10 ans, il est clair que ces acteurs-là ne sont pas dans cette projection-là. Et par conséquent, ça pose la question de qu'en sera-t-il pour demain? Quand le président Ouattara, déjà depuis 2022, avait fait l'appel, il a dit dans une interview sur les médias internationaux, non français notamment, il a dit que son souhait est que, par exemple, en 2025, les Ivoiriens plus jeunes que lui soient candidats et que les Ivoiriens désignent ces plus jeunes-là à sa place et à la place de ses prédécesseurs. Il pensait certainement à des gens dans son camp, peut-être. Peut-être déjà à son camp, mais n'empêche qu'il a posé le problème du rajeunissement de la classe politique ivoirienne. Nous sommes là maintenant. Et donc, il y a cette nouvelle dynamique politique qui va se mettre en place et qui commence maintenant en 2025. Que M. Gbagbo, que M. Ouattara soient candidats, cela n'empêche pas de noter que nous sommes à la fin du processus. Et par conséquent, on doit se projeter. Et dans cette projection-là, nous avons bon espoir parce que ceux qui vont venir après le président Gbagbo dans son camp, ceux qui vont venir après le président Ouattara dans son camp, et ceux qui viennent aujourd'hui après le président Bédié dans son camp, n'ayant pas la même histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire, n'ayant pas la même trajectoire politique avec le peuple de Côte d'Ivoire, n'ayant pas vécu la situation que ces leaders-là ont vécue, ne pourront compter que sur leur dynamisme personnel, sur leur intelligence pour avoir les Ivoiriens. Ça veut dire qu'on ne pourra pas répartir sur les principes de clan ou de l'ethnie sur la base desquels ces grands acteurs-là ont agi pendant une trentaine d'années. Il y a un renouvellement de la population elle-même, l'électorat se rajeunit. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont de l'ouverture sur le monde. Ils voient comment le monde est géré. Même en Afrique, il y a des mutations profondes qui arrivent. Et donc, si vous n'êtes pas capable de faire une telle analyse prospective, vous allez être en dehors de ce mouvement qui arrive. Et donc, nous pensons que le temps est venu, et chacun le voit, que nous sommes à la fin, et que de nouvelles forces politiques doivent se mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là que nous autres, on sort un peu du bois, et qu'on dit on va pousser un peu plus loin l'engagement pour que les Ivoiriens comprennent que ce qui arrive, c'est la conquête du pouvoir dans quelques années, mais avec des acteurs qui ont été formés autrement que ceux qui sont là aujourd'hui et qui vont porter des combats plus inclusifs, qui vont porter des combats de développement du pays sans que cela n'ait d'ancrage dans l'ethnie, dans la région, mais cette volonté de construire une nouvelle société avec des Ivoiriens qui pensent plutôt nation que de penser l'individu ou de penser la région. Donc, de ce point de vue, je suis très optimiste et je pense qu'à titre personnel, je vais contribuer fortement à ce mouvement qui arrive. Très bien, parce que ça fait la transition. Donc, en parlant de conquête du pouvoir, je vais reprendre une formule assez célèbre. Est-ce que ça veut dire qu'on a des élections en octobre 2025? Est-ce que ça veut dire que vous y pensez en vous rasant le matin? Peut-être pas en me rasant le matin, mais en tous les cas, j'y pense. Je pense que l'élection présidentielle est un rendez-vous important. Le plus important, ce n'est pas de savoir si on va y aller, qu'on va gagner ou pas. Le plus important, c'est de se demander quel est l'impact de ce que nous disons. Quelle est la contribution que nous apportons à la construction d'une nouvelle société, à la construction de nouveaux citoyens. C'est l'histoire qui s'écrit au quotidien. Et l'élection présidentielle est une histoire qui s'écrit. Quelle est la contribution qu'on apporte à ce moment précis de l'histoire d'un pays pour que ces petites graines qu'on sème à gauche, à droite, germent et qu'à terme, elles puissent produire des résultats qui impactent la vie de tous. Et donc, pour octobre 2025, qui arrive dans 5 mois, nous travaillons à donner une réponse aux Ivoiriens dans les semaines qui viennent. Nous pensons que nous avons vocation, ou bien nous avons toute la légitimité en tant qu'Ivoiriens à vouloir aussi demain diriger ce pays-là, y compris en commençant par 2025.
Et dans ce cadre-là, moi j'ai une question, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez, admettons, hein, même si votre réponse n'est pas, j'imagine que ce n'est pas Définitive, ouais. définitive, quelles sont aujourd'hui pour vous les urgences à adresser en termes de développement économique, humain? Si jamais vous devriez vous lancer, pour vous, quels sont les sujets qui seraient les marqueurs essentiels de votre agenda dans ce sens-là? L'analyse que nous faisons dans le mouvement que nous avons créé est celle-ci. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser un héritage à nos enfants? Mhm, Est-ce que c'est cette société corrompue dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette société qui génère la médiocrité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mhm, cette société d'inégalité sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que nous voulons laisser un héritage à nos enfants avec cette propension de la force qui prévaut sur tout, où les puissants écrasent les plus faibles, où la loi qui est faite pour tous est soumise à la volonté d'une partie des de ceux qui dirigent. mhm, Ou bien nous voulons construire une société qui garantit à chacun de nous des droits. Ou, par exemple, le droit des propriétés, qui est un élément fondamental de la construction d'une république, aujourd'hui est piétiné en Côte d'Ivoire. mhm. Est-ce que ce droit-là, on construit une société dans laquelle ce droit va être respecté? Est-ce que moi, en tant que député, moi, en tant que maire, ou en tant que simple citoyen, le petit héritage matériel que j'aurais laissé à mes enfants au prix d'un labeur intolérable, est-ce que demain, si je ne suis pas vivant, quelqu'un, parce qu'il est député, parce qu'il est ministre, parce qu'il est dans l'appareil d'État, pourrait débarquer avec un bulldozer, avec une machine, et raser la maison de mes enfants sans qu'il ne se trouve personne pour crier au scandale, sans qu'il ne se trouve une justice pour lui dire « Attention, vous n'avez pas ce droit ». Donc, la définition du modèle de société dans lequel nous voulons vivre est pour moi quelque chose de fondamental. Et donc, moi, je me suis engagé en politique pour contribuer à faire cette définition-là. Qu'est-ce que nous voulons comme développement? Quel est le citoyen que nous voulons pour faire ce développement? Quel est le système éducatif que nous bâtissons pour porter les ambitions de ce pays-là? Pour moi, depuis une trentaine d'années, on n'a pas trouvé réponse à ces questions-là. De 1960 aux années 90, nos premiers dirigeants, notamment notre premier président, avaient cette vision-là de ce que la première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Absolument. Et que vous ne pouvez pas concevoir aucune politique de développement si vous n'avez pas l'outil le plus important qui est la ressource humaine. Aujourd'hui, le système éducatif ivoirien s'est effondré. C'est un constat pour tout le monde. On vient de sortir un rapport international sur le classement des universités à travers le monde. Jusqu'à la 1000e place, on n'a pas une université ivoirienne. Ça fait des années que ça dure, ça. Et voilà. Mais il fut dans une période où les universités en Côte d'Ivoire, les grandes écoles, au temps de Fouboigny, étaient parmi les plus performantes en Afrique. Où, à travers l'Afrique, les gens venaient en Côte d'Ivoire former les ingénieurs. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui fuient par l'ailleurs. Et donc, pour nous, ce sont les éléments les plus importants. Construire des ponts, construire des centres de santé, construire des routes, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais l'élément le plus important, c'est de construire les hommes qui vont maintenir ces ouvrages-là en vie. Donc, c'est ce modèle-là que nous voulons construire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous inscrivons notre démarche et nous disons que le temps est enfin venu, pour nous, Ivoiriens, de chercher à donner une réponse à cette question-là. Quand pendant 30 ans, pendant 35 ans, la politique a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres. La politique a été une sorte de guerre de tous contre tous, ou bien de la guerre de chacun contre tous. La politique a consisté à créer la primauté des ethnies sur le vivre ensemble, sur la construction de ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la construction de la nation. Ces éléments-là ont manqué à la Côte d'Ivoire. Et nous arrivons avec cette idée-là de construire enfin la nation, dans laquelle l'Ivoirien a sa place, où il ne se pose pas la question de savoir, mais quelle est ma place dans mon propre pays? Est-ce que les politiques qui sont mises en place, au-delà du folklore qui entoure les réalisations, est-ce qu'elles prennent fondamentalement en compte mes aspirations profondes? C'est ça que nous voulons ramener. Et donc, nous pensons que l'occasion est arrivée, le temps est venu pour que, sereinement, on fasse des débats plus structurants, plus constructifs, dans lesquels on pose les fondamentaux, on pose les vraies questions.
C'est ça que nous voulons mettre en place. Mhm. Et c'est pour ça que je dis, je suis optimiste, parce qu'une façon de faire est en train de prendre fin, et une autre façon de faire va se mettre en place, qui est la nouvelle dynamique qui arrive. Très bien. Et pour arriver à pouvoir gouverner, il y a deux choses qui sont essentielles de mon point de vue. Il y a l'appareil sur lequel vous allez vous appuyer et il y a les institutions en place qui vont pouvoir organiser ça. Donc, il y a deux éléments. Vous avez créé un mouvement politique. Moi qui suis un peu la politique, j'avoue que j'ai écouté l'un de vos collaborateurs qui a dit non, ce n'est pas un parti politique, Israël Guébo, pour ne pas le citer, c'est un mouvement politique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi plutôt cette dénomination? Est-ce que ça veut dire que parti politique pour vous, ça ne représente pas réellement vos idées? Pourquoi vous n'avez pas créé un parti politique en tant que tel et que vous parlez de mouvement politique? En Côte d'Ivoire, il y a près de 160 partis politiques. Mhm. Mais chacun de nous sait qu'il y a à peine 3 ou 4 qui ont pignon sur rue et qui sont connus sur l'échiquier. Nous n'avons pas voulu créer immédiatement un parti politique parce que les partis politiques ont un fonctionnement plus rigide Mhm. et leur volonté, c'est de conquérir tout de suite le pouvoir d'État. Nous avons voulu créer un mouvement. Le mouvement, son essence, c'est de mettre en commun des valeurs et chercher à influencer la décision politique, à influencer les comportements des citoyens et peut-être à conquérir espace par espace des outils de décision. Mhm. C'est un peu ça que nous avons conçu. Le mouvement que nous avons créé a vocation plus tard à devenir un parti politique. A contrario, un parti politique n'a pas vocation à devenir un mouvement politique. Absolument, oui. Ouais, donc c'est une tendance vers. Et donc nous pensons qu'il faut que nous commencions par le commencement, à créer un mouvement politique qui a des bases suffisamment larges pour accueillir tous les Ivoiriens, quelle que soit leur opinion politique, quelle que soit leur opinion religieuse, quelle que soit leur opinion, quelle que soit leur ethnie. Et donc c'est ça que nous avons offert à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, cette conception nous réussit parce que nous constatons que les Ivoiriens de partout arrivent à ADCI. Parce que les gens ont été déçus par les fonctionnements des partis politiques, ont été déçus par leur compromission, par leurs alliances opportunistes, par leurs alliances parfois même contre nature, qui ont abouti à la déflagration, qui ont abouti à l'atomisation de l'écosystème politique en Côte d'Ivoire. Et donc, comment reconstruire la confiance des Ivoiriens dans les systèmes politiques? Pour nous, le mouvement est un créneau plus j'allais dire, efficace, plus souple dans son fonctionnement pour attirer les Ivoiriens, pour qu'ils apportent leur réflexion, qu'ils apportent leur contribution pour bâtir cette société-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve se fait sur le terrain. ADCI fait beaucoup de formations. Nous faisons beaucoup de formations à la citoyenneté. Et ces formations-là ne prennent pas en compte que les membres de l'ADCI. Ces formations sont ouvertes à tous les Ivoiriens, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Nous ouvrons les formations, c'est comme des universités que nous faisons, où les citoyens viennent pour se former à la citoyenneté, se former aux valeurs démocratiques. Donc il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de position par rapport aux éléments de la DCI. Donc c'est ça, cette souplesse-là, cette flexibilité qu'offre le mouvement politique que nous voulons exploiter pour le moment. Et puis bon, demain, si nous avons un pouvoir plus décisionnel, en ce moment-là, on pourra le transformer en parti politique pour agir plus efficacement. Et le deuxième volet, ce sont les institutions. Est-ce que vous, dans l'hypothèse où vous iriez probablement à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez que les conditions sont garanties pour une élection aujourd'hui? Quand je dis conditions, c'est par rapport aux institutions. C'est que la CEI fait beaucoup polémique. Je ne vais pas revenir sur le débat. Est-ce que la CEI, on doit démissionner ou pas? Parce que bon, voilà, le sujet est assez discuté. Mais pour vous, est-ce que vous croyez que les conditions actuelles institutionnelles permettent d'avoir une compétition saine? Alors, je vais répondre en séquençant la question en deux volets. Il y a la nécessité, elle dit impérieuse, de réformer en profondeur nos institutions. Le constat est clair, hein, il y a une sorte de divorce entre les Ivoiriens et leur classe politique. Il y a une sorte de divorce entre les Ivoiriens et leurs institutions républicaines. C'est un constat qui est implacable, tout le monde le fait. Après, il y a le volet organisation des élections, avec l'institution qu'on appelle la CEI. Sur la question des institutions républicaines, au-delà de la CEI, il y a la nécessité de construire ce que nous appelons l'État rationnel. Comment faire en sorte pour que les Ivoiriens reprennent confiance dans les institutions? Quand vous avez un appareil comme la justice,
quand vous avez un appareil comme le Conseil constitutionnel, quand vous avez des appareils comme le Parlement, des appareils comme l'exécutif même en tant qu'entité, en tant que pouvoir, dont le fonctionnement pratiquement sont liés tous j'allais dire, au pouvoir exécutif. Les pouvoirs sont censés être séparés, de sorte qu'aucun homme n'accapare lui seul l'exclusivité du pouvoir central. Mais dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons un système qui est hyper présidentialiste, où la société, dans son entièreté, est régie par les décisions ou les humeurs d'un seul individu. Notre pays l'en a voulu ainsi, mais aujourd'hui, ça devient un écrasement de toutes les autres institutions. Donc, il y a des réformes profondes à faire là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que, dès que je suis rentré au Parlement, j'ai proposé une réforme de la Constitution pour rendre nos tests plus transparents, pour rendre nos institutions plus crédibles dans leur fonctionnement. Malheureusement, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça a été balayé du revers de la main. Et donc, il y a des réformes profondes à faire là-dessus. Il y a des institutions qu'on doit pouvoir élaguer, parce que dans leur fonctionnement, elles ne sont plus utiles, efficaces dans l'amélioration du sort des populations. Quand nous prenons par exemple le Sénat, pour nous c'est une structure surabondante. Quand nous prenons le Conseil économique et social, pour nous c'est une institution surabondante. Ainsi de suite, il y a des institutions qui vont pouvoir disparaître si demain nous avons l'appareil d'État. Après, vous avez la Commission électorale indépendante. Pendant une quarantaine d'années, les élections ont été considérées comme truquées, comme manipulées par le pouvoir central. Et ça a été donc une volonté populaire d'avoir un instrument indépendant capable de faire des élections dont les résultats ne soient pas contestés. Malheureusement, la CEI, la Commission électorale indépendante, n'est que le résultat de la crise de confiance qui existe entre les acteurs politiques ivoiriens. Au lieu de faire une commission indépendante, ils en ont fait un appareil d'influence des partis politiques, qui eux-mêmes, en aucune manière, ne peuvent se faire confiance. Donc, évidemment, la Commission électorale indépendante ne peut porter de la visibilité en termes de transparence, en termes de confiance. Alors, on a fonctionné ainsi avec ça depuis 2000, avec chaque année, chaque 5 ans, des élections sont organisées, parfois conflictuelles, qui aboutissent à des morts. Et le drame, c'est qu'on ne tire pas de leçons d'un drame à un autre. Et nous allons à une élection de 2025 que certains auraient voulu, et je suis d'accord avec ça, inclusive, mais malheureusement qui est en quelque sorte le recommencement d'un système qui a commencé depuis 2000 avec les exclusions qui ont abouti chaque fois au même résultat. Nous en sommes là. Alors vous demandez, est-ce que l'élection qui va se dérouler se tiendra dans des conditions de transparence, ainsi de suite, par rapport à cette commission-là? Ce n'est même pas la commission en tant qu'institution qui pose problème. Ce sont les animateurs de cette commission-là. Et ils ne fonctionnent que sur la volonté des partis politiques qui ont voulu une CEI politique. Et donc, on va faire avec pour y aller et espérer que ceux qui sont à la tête de cette commission-là vont faire preuve de patriotisme, vont faire preuve de conscience, j'allais dire, citoyenne, et faire en sorte qu'enfin, on ait une élection qui va être transparente. Mais ça ne veut pas dire que chacun de nous doit participer à cette élection-là, quelles que soient les conditions. Mais en même temps, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut tomber dans le piège qui est très souvent tendu par le pouvoir, qui crée des blocages et qui se comporte en surhomme, de sorte que l'opposition aille au boycott et que sur un tapis rouge, il conserve le pouvoir d'État. Je pense que cette fois-ci, on va pousser plus loin la réflexion pour ne pas qu'ils aient un boulevard devant eux et agissent. Parce que quelle que soit la participation, si l'élection se tient, même s'il y a 10%, un pouvoir est en place. Ouais. Donc autant réfléchir autrement et trouver les conditions pour pouvoir y aller. Et donc, il faut se battre. Il faut demander au pouvoir central de faire en sorte que l'élection se tienne dans les meilleures conditions possibles, que les résultats soient acceptés par tous. Il y a un constat qui est clair. Depuis 2010 jusqu'en 2023, il y a environ 4,5 millions d'Ivoiriens qui ne sont plus retenus aux urnes. C'est un fait. Comment on fait pour recrédibiliser le processus, pour que ces Ivoiriens reprennent confiance dans le processus et aillent voter? Eh bien, c'est le défi que nous avons relevé en 2025 avec un discours peut-être qui va réveiller les consciences et qui va pousser les Ivoiriens à aller participer. Quelles que soient les conditions qu'on peut mettre en place, si un peuple veut le changement, il l'obtient. J'en suis convaincu.
Très bien. Il nous reste 2 sujets et après, on tire malheureusement vers la fin de cet entretien passionnant. Tout à fait. Je vais les annoncer. On va parler de votre parti politique, enfin de votre mouvement politique, des activités que vous avez en France. Et ensuite, je pense que les gens m'en voudraient de vous recevoir sans vous faire réagir à la fameuse affaire Corsair. J'ai juste une petite question là-dessus. Mais avant ça, vous êtes en France actuellement. Votre mouvement politique a une activité. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est quelle place vous accordez à la diaspora dans votre action politique et surtout, en retour, vous pensez que cette diaspora-là, quel rôle elle peut jouer dans le débat politique en Côte d'Ivoire? Ah, mais vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays bizarre, en fait. On en est à se dire qu'on peut s'en sortir sans exploiter toutes les intelligences des enfants de la Côte d'Ivoire. Aucun pays au monde ne peut se développer ou ne s'est développé avec l'intelligence des enfants des autres. Tous les pays au monde qui s'en sortent aujourd'hui ont construit les hommes qui portent leur développement. Il n'y a que nous en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire, que nous pensons qu'une seule personne doit penser pour tous et que c'est elle seule qui doit régir toute la société. La Côte d'Ivoire a l'une des diasporas les plus compétentes. Allez au Canada, ici même en France, allez aux États-Unis, allez un peu partout dans les pays développés, vous avez des ressources humaines d'une rare qualité qui sont de la diaspora ivoirienne. Malheureusement, on n'exploite pas cette diaspora-là. Aujourd'hui, la crise qu'il y a avec le cas Thiam, avec la loi de 1961, le fameux article 48, Ouais, le fameux article 48. qui aujourd'hui est devenu une sorte de couperet, qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens découvrent avec ahurissement qu'ils ont perdu leur nationalité et qu'ils ne sont plus Ivoiriens parce que pour une raison X ou Y, ils ont contracté une autre nationalité. C'est des questions profondes qu'on doit débattre demain. Mais si vous prenez le projet de société de la DCI, qui retrace les piliers sur lesquels nous voulons bâtir la société de confiance, vous avez la diaspora que nous qualifions de ressources rares. Dans notre projet, la diaspora est qualifiée de ressources rares. Une ressource rare, on développe une politique pour l'exploiter. Une ressource rare, on développe une politique pour l'avoir avec soi. Et donc, pour nous, la diaspora doit occuper une place centrale dans le développement de la Côte d'Ivoire tel que nous le concevons pour les années qui arrivent, 2025, 2030, 2035, 2040. En commençant, par exemple, par lui donner une place pour s'exprimer. Et là où elle peut s'exprimer le plus, c'est l'Assemblée nationale. Donc, dans notre projet de société ADCI, nous pensons que les prochaines législatives qui vont avoir lieu, celles qui vont en 2026 peut-être vont être déjà trop proches, mais dans les futures élections qui arrivent, puisque nous pensons que ce pouvoir d'État-là, nous allons l'avoir un jour à la main, nous allons faire en sorte que la diaspora elle-même désigne ses représentants qui vont porter sa voix au niveau du pays. Parce que nous savons que nos diplomates à travers le monde, très souvent, sont aux abonnés absents quand les Ivoiriens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, nous allons désigner des représentants de la diaspora à travers leur propre choix dans les élections. C'était l'élément important. La deuxième chose, c'est comment créer un système qui puisse permettre la sécurisation des investissements de notre diaspora. Moi, je suis dans l'investigation en tant que journaliste. J'ai travaillé sur plusieurs dossiers d'Ivoiriens qui ont passé des années ici, qui ont écouté l'appel de notre chef d'État, qui leur a invité à revenir au pays pour investir, et qui sont partis au pays, qui ont été confrontés systématiquement à la corruption, qui ont été confrontés à la mafia du foncier, et qui ont tout perdu. Qui sont retournés sur leur pas. Et qui aujourd'hui freinent des cas de fer quand on parle de retour au pays. Moi, je viens d'arriver du Canada, je viens de la Chine, je voyage un peu partout. Et le discours que porte nos diasporas, c'est quelle est la crédibilité du système que vous avez mis en place là-bas qui puisse nous encourager à retenir nos compétences. C'est extrêmement important. Et donc, nous sommes en train de mettre en place une véritable politique de réappropriation de nos ressources humaines qui sont hors du pays. Je viens de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur il n'y a même pas encore 3 jours en retraite de Chine. Je suis allé lui demander, monsieur le ministre, quel est le modèle sur lequel nous formons nos cadres?
Est-ce que nous avons des scientifiques? Est-ce que nous avons des gens qui pour former ceux qui vont créer demain les outils de développement? Et c'est là que le ministre m'informe qu'en 2025-24, il avait lancé le recrutement de 34 professeurs, 34 assistants en mathématiques dans nos universités. Ce n'est pas un concours, hein, de recrutement direct. Et sur les 34, il n'y a eu que 4 candidats en mathématiques. En matière de physique, sur 37 postes, il n'y a eu que 7 candidats. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des zones de la Côte d'Ivoire où, de la 6e à la 3e, les enfants ne font pas de mathématiques. Il n'y a pas d'enseignants. Ça pose la question de savoir, mais qu'est-ce que nous voulons? Quel est le développement que nous voulons bâtir alors que les outils de développement, les sciences dures chez nous sont en train de disparaître? Un des professeurs les plus éminents dans le domaine des sciences en Côte d'Ivoire, le professeur Salou Touré, vient de tirer la sonnette d'alarme en disant que dans 5 ans, 10 ans, on n'aura plus d'ingénieurs, on n'aura plus de professeurs de mathématiques. Mais un pays sous-développé qui ne forme pas de scientifiques, où on va aller ça? Mais plus grave, le ministre m'informe que de 2015 à 2024, ce sont pratiquement 54 Ivoiriens qui sont rentrés à Polytechnique en France ici, dont la formation a été financée par les impôts des Ivoiriens. Mais quand ils ont fini leur formation, sur les 54, c'est un seul qui est rentré au pays. Tout le reste a été complètement dispersé à travers le monde à la recherche de pays où on considère les gens qui ont ces diplômes-là. Mais ça pose des questions profondes. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons nous développer? Donc ça nécessite une réflexion profonde pour que nous donnions la place qu'il faut à notre diaspora. Et en venant ici aujourd'hui en France, où nous organisons la première activité, j'allais dire, de notre mouvement au niveau de la diaspora, c'est ce message-là que je suis venu porter à cette diaspora-là. Pour le dire, une façon de faire la politique a été menée pendant 30 ans. Heureusement, cette façon de faire la politique-là va s'estomper bientôt, va s'arrêter. De nouvelles dynamiques politiques arrivent en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'on ne pourra pas construire la Côte d'Ivoire sans vous. Vous travaillez durement dans des pays très froids, vous avez des ressources, vous avez de l'argent. Comment faire pour que tout ça soit apporté au pays et que nous le mettions au service de la construction de notre nation? Pour nous, c'est ça. C'est pour ça que nous disons que la diaspora est une ressource rare. Sur la nationalité de nos frères de la diaspora, mais moi, depuis 2017, je l'ai dit, l'article 48, nous allons l'abroger. Le monde se modernise, le monde s'ouvre. Il n'est pas possible que, il n'est pas question que nous privions de nos ressources au motif qu'il y a une loi qui est là, qui dit que quand vous êtes avec une autre nationalité, vous perdez la nationalité. Voilà. Nous allons autoriser la double nationalité uniquement pour les Ivoiriens et non pour ceux qui rejoignent notre pays et qui viennent d'autres pays, mais uniquement pour les Ivoiriens. Ça, nous pensons que cette ouverture-là, nous devons la faire pour que les Ivoiriens se retrouvent et se mettent au service de ce pays-là. Voilà un peu le développement que je voulais faire sur la question de la diaspora. C'est une ressource rare que nous devons valoriser. Très bien. Et il nous reste à peu près 5 minutes. J'aimerais vous faire réagir quand même sur la question de l'affaire Corsair. Moi, je ne vais pas revenir sur est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils ont mal fait. Mais au fond, quand on regarde la polémique et comment ça s'est développé, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que ça dit du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une absence totale de contrôle citoyen ou démocratique, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut signer son petit accord sur un coin de table? Qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là, de la réalité du contrôle démocratique en Côte d'Ivoire? Mais justement, c'est une problématique centrale. Quand vous avez un peuple qui est à 47% analphabète, vous avez une classe politique qui peut prospérer dans l'impunité la plus totale, puisqu'il n'y a pas de contrôle citoyen de l'action publique. Vous savez, je vais vous prendre l'exemple de Tia Salé. C'est pour ça que je dis la définition du modèle de société que nous voulons avoir est très importante. Avec quels citoyens nous voulons construire notre pays? Avec quelles ressources humaines nous voulons construire notre pays? Si le leadership qui est au sommet, ou même au plan local, n'est pas un leadership transformationnel, on a tous les problèmes du monde. Le chef de l'État peut vouloir, avec sa vision, de grandes masses de solutions pour le pays. Mais si les acteurs qui sont en dessous de l'échelle n'ont pas la même vision que le chef de l'État,
n'ont pas la même formation politique, n'ont pas la même trajectoire politique, et qu'ils ont été fabriqués dans des moules de facilité, dans des moules de profit, avec les moyens de l'État, vous êtes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au-delà de l'objectif visé par des solutions qu'on propose, il peut se cacher des choses qui sont extrêmement sales. Quand moi j'arrive à la commune, à la tête de la mairie de ma commune, je découvre que sur la ligne crédit, la ligne mission du maire, il y a un crédit de 10 millions. Mon prédécesseur, pendant 6 ans, avait chaque fois dépensé les 10 millions dans des voyages totalement improductifs qui n'ont strictement rien apporté à la commune. Et quand moi j'arrive que je découvre les 10 millions, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire les 10 millions? Parce que le budget s'équilibre en dépenses et en recettes, donc il faut consommer le crédit. Ça veut dire qu'il faut que je me fabrique des voyages pour aller à travers le monde, au motif que je me chercher des partenaires et tout ça. Et donc je dépense l'argent. J'ai dit non, pas question. Cette ligne de crédit-là, j'ai demandé au financier, vous me la transférez pour qu'elle joue un rôle plus important pour la population. Il y a des enfants de la commune qui sont démunis, qui ont l'entrée en sixième, qui ont le BPC, mais qui n'ont plus de moyens pour aller à l'école. Il faut que cet argent leur serve. Depuis 6 ans, ces 10 millions, à aucun moment, je ne les ai utilisés pour voyager. Jamais. Ça permet aujourd'hui de scolariser 462 enfants de la commune. Sans cet argent, ils n'iraient pas à l'école. J'ai entendu dire quelque part sur les réseaux sociaux que l'école commence à être gratuite à Tia-Salé. Peut-être que les gens pensaient à ça. Mais... Oui, mais l'école est gratuite à Tia-Salé. Puisque en tant que maire, je suis responsable de l'éducation primaire. Mais au-delà, pour le secondaire, j'apporte des subventions. Et l'école est intégralement gratuite dans la commune parce que les cotisations que les populations font, les taxes qu'elles payent, leur sont retournées en termes de redistribution des richesses. Et donc, c'est une question de responsabilité politique. C'est une question de conscience citoyenne. C'est une question de quel est le motif pour lequel on s'engage en politique. Est-ce que c'est pour se réaliser soi-même ou bien pour mettre son intelligence au service de la communauté? Voilà la question de fond. Et donc, la question, l'histoire de corset qui défend la communauté aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait qu'on ait signé une convention pour réduire les charges des voyages officiels, mais c'est l'évocation d'un aménagement de statut particulier pour les élus d'aller se soigner à l'extérieur avec leur statut que le peuple leur a attribué. C'est ça qui choque en réalité. Parce qu'on ne peut pas dire que nous construisons des hôpitaux en Côte d'Ivoire et qu'en 15 ans, on a fait un gros effort en termes d'infrastructures sanitaires, pendant que les élus, eux, s'aménagent des dispositions particulières pour aller se faire soigner en dehors du pays. Surtout que parfois, ces élus-là bénéficient de subventions publiques pour aller se faire soigner. Alors que le peuple, lui, n'a pas ces subventions publiques-là pour aller se faire soigner. Voilà ce qui choque. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi, que j'ai désapprouvé cet accord. D'ailleurs, l'accord lui-même, quand vous le lisez, vous ne voyez nulle part trace de ces tarifs préférentiels dont on a parlé ici. Ça pose une question. D'où vient donc le fait qu'on a évoqué qu'en marge de cet accord-là, on a la possibilité de se soigner à moins de frais à l'hôpital américain de Paris? Ça donne l'impression qu'entre soi, on s'offre des choses dans le dos du peuple et que c'est une erreur qu'on a commise de communication en avouant publiquement cette affaire-là. Sinon, ils n'auraient pas communiqué dessus, que personne ne saurait, alors que le peuple, pendant les élus, se serait aménagé des avantages préférentiels dans le dos de leur peuple qui, lui, n'a pas la possibilité d'aller se soigner à moindre coût avec des soins de qualité. Parce qu'entre avoir accès à un hôpital à 5 km et avoir accès à des soins de qualité, il y a une grande différence. Nous sommes dans la réduction des espaces pour avoir accès aux hôpitaux, mais en termes d'accès aux soins de qualité, nous sommes très loin du résultat qu'on escompte tous. Honorable, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais quand même vous remercier d'avoir accepté de m'accorder cet entretien-là et demander à tous ceux qui ont regardé de pouvoir s'abonner en 1 minute, une bouteille d'eau à la mer, un conseil à la jeunesse, à la nouvelle génération. Écoutez, si nous ne définissons pas le rôle que doit jouer notre jeunesse, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas de société. Aujourd'hui, notre jeunesse s'abîme dans la drogue, s'abîme dans l'ignorance, parce que notre système éducatif s'est effondré. Nous pensons que nous devons reprendre en main cette jeunesse-là. Et donc, à cette jeunesse qui regarde cette émission sur votre plateforme, je voudrais lui demander, je voudrais lui dire qu'un autre monde est possible, qu'elle doit participer au choix de leurs dirigeants.
Elle doit participer au choix des dirigeants. Elle ne doit pas être en marge de cette. Si nous nous projetons sur 10, 20, 30, 40 ans, les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui, qui ont 15 ans aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 30 ans, ils auront 50 ans. Ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, dans 40 ans, ils auront 65 ans. Le pays leur appartient en réalité. La question qu'on pose, c'est ça, qu'ils se demandent quelle est la contribution qu'ils vont apporter à leur pays, déjà à leur jeune âge, et comment faire pour que demain, leur vie s'améliore et que leur vie soit meilleure que la nôtre en tant que dirigeants. C'est à eux de nous contrôler, c'est à eux de ne pas accepter qu'on les manipule, et c'est à eux de demander le changement. C'est la jeunesse dans tout le monde entier qui a toujours porté le changement. En Côte d'Ivoire, pas rester en marche. Merci honorable. Et donc le changement, ça commence dès maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci. Merci beaucoup.